Aujourd'hui, on accueille une personne qui est bourrée de talent. Elle a un talent, que ce soit en pâtisserie, en couture, et j'en passe en fait. Mais c'est pas de ça qu'elle a fait son métier. Aujourd'hui, elle est étudiante en comptabilité et elle va nous parler de son parcours, de comment elle est arrivée en comptabilité et de ses projets à venir. Donc, on va l'accueillir sur le plateau. Restez avec nous. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Regard Talents. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Donc, on accueille aujourd'hui Anaïka Isma, qui est étudiante en comptabilité. Donc, sans tarder, bonjour Anaïka. Bonjour Eunice. Alors, comment tu vas? Je vais très bien, merci. Et toi? Très très bien. Le voyage n'a pas été long pour arriver sur le plateau. Non. Ah, ça va. Donc, aujourd'hui, en fait, on t'accueille et on est très heureuse de t'accueillir vraiment sur le plateau. Je vais t'expliquer un peu le principe. En fait, on a 4 rubriques. Donc, la première rubrique, c'est qui est Anaïka. La seconde rubrique parlera de ton parcours. Tu vas nous expliquer ce que tu as fait tout ce temps jusqu'à aujourd'hui. Ensuite, on parlera de ton métier parce que, étant donné que tu fais une alternance, donc tu as pu exercer quand même le métier de la comptabilité. Donc, tu nous parleras un peu de ce métier. Et enfin, il y a la rubrique surprise qu'on n'a pas encore préparée, je pense. Et que ma collègue se fera un plaisir de te surprendre et de me surprendre aussi parce que je ne saurais pas ce que c'est. Donc, voilà un peu pour les différentes rubriques. J'espère que tu aimes les surprises. J'adore les surprises. Ben, parfait alors. Parfait. C'est parfait tout ça. Donc, sans tarder, on va commencer. Anaïka, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît? Alors, je m'appelle Anaïka Isma, j'ai 25 ans et je suis originaire d'Haïti et actuellement je suis collaboratrice comptable en alternance. Ok, ben, parfait. C'est très précis, très concis en fait. Et du coup, tu es haïtienne. C'est ça. L'Haïti, c'est situé où? Alors, pour ceux qui ne savent pas. Haïti, c'est un pays à ne pas confondre avec Tahiti, bien sûr. Ok. Donc Haïti, on est situé, la perle des Antilles, on est situé en Amérique, plein centre, Ok. donc très tropical, à côté de Cuba, collé à la République dominicaine, on est sur la même île. Ok, d'accord. Ben, parfait, c'est bien en fait de situer au moins. C'est vrai que je pense que j'ai jamais fait la confondu Tahiti et Haïti, mais si tu le dis, je suppose que beaucoup le confondent, très confondent souvent. les deux. Ok, ça va. Donc on va passer à la seconde rubrique qui est ton parcours. Donc on va rentrer dans le but même du sujet aussi. Est-ce que tu pourrais présenter déjà les grandes étapes de ton parcours? Alors, bon, on va pas s'arrêter sur primaire, collège, C'est ça. lycée. Donc j'ai fait un bac scientifique avec spécialité mathématiques, physique, chimie. Ok. Ensuite, j'ai fait une année de préparation. Je voulais commencer mes études à l'international, donc je me suis inscrite dans une université Québec et une autre université aux États-Unis. Donc j'ai été acceptée dans ces deux universités et le temps de faire les démarches pour voyager, le pays connaissait quelques difficultés niveau sécurité et l'aéroport était fermé, les ambassades également. Donc j'ai fait cette année de prépa en attendant que les activités reprennent pour laisser le pays et partir. Et pendant cette année, j'ai été un tronc commun avec des étudiants en comptabilité, gestion, administration et hautes études internationales. Et pendant cette année, j'ai commencé à aimer les matières du chiffre, etc., et notamment la comptabilité. Et aussi, durant cette année de préparation, vu que le pays était toujours fermé, il restait l'ambassade française qui était encore ouverte au pays. Et j'ai décidé de m'inscrire en France. J'ai fait six inscriptions sur la mode, donc couture, et une seule inscription en comptabilité. Ok. Vu que j'avais l'année de prépa, j'avais les notes, je pouvais m'inscrire en comptabilité. J'ai juste fait, pour compléter, vu que j'ai fait les 6 écoles qui restaient de mode, j'ai tout pris, il restait une place, donc j'ai mis la comptabilité. Ok. Donc, tu te retrouves en comptabilité et tu as fait quoi ensuite? Genre, quand tu t'es retrouvé en comptabilité juste après, c'était quoi ta formation? C'était une licence, c'était un master? Qu'est-ce que tu as fait en fait? Alors, pendant l'année de préparation, c'était je terminais l'année et c'est après qu'on pouvait choisir ce qu'on voulait faire. Donc, je n'ai pas eu le temps de choisir puisque je suis venue en France directement après. Ok, et quand tu es venu en France, tu as fait quoi du coup? Alors, j'ai fait le DCG, c'est le diplôme de comptabilité et de gestion à l'Université Aix-Marseille. Ok, et ensuite? Et après le DCG, je me suis inscrite en DSCG
pour 2 ans, c'est l'équivalent du master. Ok, donc là, actuellement, tu es en DSCG. Je suis en première année de DSCG. Ok, ça marche. Ben, c'est très clair. Donc, après le bac, une prépa. Après la prépa, une prépa d'une année. C'est ça. Le DS, c'est quoi? DCG, DCG. oui. Ok, donc le DCG de 3 ans. Et maintenant, tu es en DSCG qui dure 2 ans normalement, c'est C'est ça? ça. Ok, parfait. Donc, pendant ton parcours pré-bac, tu nous avais dit que tu avais fait beaucoup de travaux manuels, notamment la couture, la pâtisserie et tout ça. Et donc, on se demandait pourquoi tu as décidé de choisir la comptabilité plutôt que des choses que tu avais déjà fait et probablement que tu aimais. Là, tu as parlé d'école de mode aussi, donc probablement c'est ce que tu aimais, vu que tu as choisi 6 écoles de mode et que tu as choisi qu'une seule école qui faisait des chiffres, comptabilité et autres. Donc, pourquoi ce choix-là? Alors, je n'ai pas choisi la comptabilité, c'est la comptabilité qui m'a choisi. Ok. Parce que pendant mon lycée, j'avais eu la possibilité de faire des études de couture. Donc, sur 3 ans, j'ai fait la couture. J'ai commencé à avoir mon atelier en Haïti et je voulais continuer dans cette optique-là. C'est pour cela aussi que je m'étais inscrite dans les universités et que j'avais décidé de continuer mes études en France. La France, c'est le pays de la mode, donc les fashion week, etc. Tout se passait en France. C'était plus simple de venir en France faire ces genres d'études. Et même quand j'étais arrivée en première année de DCG en France, c'était juste pour moi une année où j'allais apprendre 2-3 choses et après réinscrire dans une école de mode et repartir sur l'idée de base, vu que je n'avais jamais quitté l'idée de m'inscrire dans une école de mode. Ok, donc c'est comme ça que tu décides de faire la comptabilité finalement. Donc la comptabilité, tu as choisi comme tu le dis. Donc tu as décidé de venir en France parce qu'il y a la mode et que c'est très connu dans le domaine de la mode et tout ça. Mais tu parlais aussi du fait que tu voulais aller au Canada, aux États-Unis et tout ça. Mais tu as décidé finalement de venir en France. Pourquoi ce choix-là? Et l'autre question, c'est quelles sont les difficultés que tu as rencontrées en venant en France dans ton cursus? Alors, mes démarches pour quitter le pays, je faisais France, Canada, États-Unis en même temps. Et je m'étais dit, le premier à m'accorder le visa, je pars là-bas. Donc ça a été la France qui m'a accordé le visa. Après, j'ai trouvé d'autres avantages, que ce soit par rapport à la langue, que ce soit j'avais trouvé des amis, notamment une amie d'enfance et aussi un ancien professeur avec qui j'étais restée en contact. Donc ces personnes-là m'ont un peu accompagnée dans mon suivi pour venir en France. Donc c'était plus simple de venir dans un pays où je parlais mieux le français que l'anglais et aussi c'était plus simple dans mes démarches. Donc comme je te disais, l'ambassade des États-Unis était fermée, il restait l'ambassade de France, c'était ouvert, j'ai fait les démarches, j'ai été acceptée, donc je suis venue en France pour cette raison-là. Ce qui a été le plus compliqué dans mon parcours, c'était surtout le côté financier. Donc, laisser le pays, déjà, ça avait un coût pour toutes les démarches administratives, etc. Les demandes de visa, avoir demande de visa plus avoir le ticket. C'était très, très cher, le ticket. Donc, du coup... le ticket, tu veux dire le billet d'avion? Le billet d'avion, oui, voilà. C'était assez coûteux. Ensuite, il fallait s'installer dans le pays. Comme je te disais, je connaissais personne, donc juste des connaissances, des personnes qui connaissaient des gens, Donc ça s'est fait comme ça. Donc il fallait aussi ensuite trouver un travail, s'installer, payer les frais de scolarité que je n'avais pas. Donc il fallait faire tout ça. C'est surtout ce côté financier qui était un peu compliqué. Ensuite, il y a eu l'acclimatation. Je quitte un pays tropical où il fait beau toute l'année, où 31 décembre, je peux être à la mer, à la piscine, ça dérange pas. Pour venir en France, où dès octobre, tout le monde est en doudoune, on a besoin de 4-5 couettes pour dormir correctement, c'était assez compliqué. Donc il fallait s'adapter. Et en plus, j'avais mon école qui était à Aix, en Provence. Il fait plus froid à Aix, donc il fallait s'adapter le matin pour arriver très tôt à Aix. Il faisait très très froid et le soir pour retourner chez moi également il faisait très très froid, donc c'était assez compliqué dans les débuts pour arriver à m'adapter. Et après il restait le côté culturel. Donc en Haïti on voit souvent la France comme l'étranger, le colonisateur, tout ça. Donc il fallait défaire toutes ces idées préconçues des Français et avoir ma propre expérience et les comprendre.
aimer leur culture et découvrir ce que eux ils faisaient que moi je ne faisais pas forcément au pays. Même si on parlait également le français, mais souvent ce n'est pas le même type de français. Donc chez nous, c'est un français un peu plus ancien et aussi un peu plus Ok. soutenu que le français qu'on parle. On n'est pas dans le wesh wesh, tout ça. On connaît pas ces genres Ouais, je d'expressions. pense que ça reste beaucoup à Marseille, hein. Voilà, donc des fois je disais des mots qui pour moi sonnaient bien, mais qui pouvaient être perçus en France comme des insultes ou des mots pour rabaisser des personnes. Donc il fallait adapter mon langage. Au début c'était un peu compliqué pour trouver quoi dire et surtout quand le dire, mais au fur et à mesure je me suis bien acclimatée avec la France et voilà. Ouais, ok. Waouh, ça fait beaucoup, hein. Déjà, le climat n'est pas le même. Après, le climat, je pense qu'il y a beaucoup de problèmes aussi. Il y a beaucoup de personnes qui sont passées sur ce plateau-là qui avaient aussi ce problème de climat. Moi, je sais que quand je quittais, par exemple, la Côte d'Ivoire, ça, pour venir en France, c'était un peu plus facile pour moi parce que j'ai fait un tour au Maroc. Donc, entre la Côte d'Ivoire et le Ah, Maroc, j'ai eu une petite période froide qui n'était pas extrême, en fait. Donc, c'était léger. Et quand je suis venue, je suis arrivée à Marseille. Donc, c'était encore léger. Donc, c'est comme si j'ai fait des petits steps. J'ai pas fait un gros bond d'un coup. Donc, ça m'a pas tellement fatiguée comparé à d'autres qui ont fait le gros bond, en fait. Et il y a beaucoup qui en parlaient déjà sur le plateau. Les problèmes financiers aussi, ça revenait beaucoup, surtout pour les étudiants qui devaient venir payer leur scolarité, s'installer, travailler pendant les études. Je suppose que ça t'est arrivé aussi de travailler pendant tes études et tout ça. oui, alors le parcours du DCG, il faut savoir, c'est très très compliqué. C'est chronophage également. Et moi, je vivais à Marseille et j'avais mes cours à Aix. Donc déjà, je prenais minimum 1 heure tous les matins, pareil le soir pour retourner sur Marseille. Donc trouver un travail, c'était un peu compliqué dès le début. Déjà, il fallait faire les papiers qui autorisent à travailler, avoir le numéro de sécurité sociale, tout ça. Donc ça a pris un peu de temps et ensuite trouver un travail quand on n'a pas vraiment d'expérience dans le pays. Ce qui restait à faire, c'était surtout travailler dans les fast-food, dans les C'est ça. snacks à côté. Donc moi, en plus avec mes horaires qui étaient un peu compliqués à l'école, j'ai réussi à faire surtout de l'intérim. Dans mes débuts, je faisais des intérims, des enquêtes terrain qui collaient mieux avec mon agenda qui était déjà rempli avec mes cours. Donc j'ai fait ça pendant plusieurs mois et ensuite j'ai terminé la première année de DCG et à partir de là j'ai pu trouver une alternance donc pour travailler sur mon métier et donc là j'ai pu laisser les autres travails que je faisais à côté, me concentrer sur mes études et avoir l'alternance à côté. Ouais, parfait. Ben, merci à ceux qui ont créé le système d'alternance alors. Donc, je vais toujours poursuivre en fait sur la couture et puis la comptabilité, vu que tu aimes beaucoup la couture. Ouais. Quel est le point commun entre ces deux métiers? Alors, la couture, faut aimer ça pour se lancer dedans parce que c'est assez chronophage. Tout comme la compta, si on n'aime pas ce métier-là, ça ne sert à rien de se lancer. La couture, c'est surtout du sur-mesure. On ne se lance pas directement dans le tissu final. On voit pas la personne et directement on se met à découper. On a le rendez-vous, on prend les mesures, on regarde ce qui va avec la morphologie, ce qui ne va pas. Ensuite, on a le patron, on trace sur un papier, on découpe. Ensuite, on met sur un tissu pas cher. Donc, on fait un premier croquis, un deuxième, on fait des modifications avant d'aller sur le tissu final. Donc, c'est la même chose en comptabilité. Donc, on prend des rendez-vous avec le client dès le début de la mission pour savoir si oui ou non on va travailler avec ce client-là, si c'est dans notre périmètre d'intervention, etc., si c'est dans nos aptitudes, nos capacités. Ensuite, quand on décide d'accepter la mission pour commencer avec le client, on va regarder l'ensemble de ses opérations, ses factures, ce qu'il a l'habitude de faire, comment il avait l'habitude de gérer son entreprise avant notre arrivée. Ensuite, adapter notre cabinet à son entreprise, donc trouver les moyens d'entente, trouver comment recevoir les documents. Il y a des clients qui sont plus à l'aise au téléphone, d'autres par mail, d'autres il faut les voir en physique. Donc ça, c'est vraiment adapter l'offre à la personne et ne pas faire un modèle standard. C'est ça la différence surtout. C'est pas comme si on allait chez un vendeur de prêt-à-porter, on prend un t-shirt, on prend juste un t-shirt standard. Mais si on veut quelque chose qui nous va bien, qui est propre à nous, on va faire du sur-mesure. Donc c'est ça la compta. Oh, pour arriver à faire ce lien-là, il faut vraiment aimer les deux métiers, sinon c'est un peu compliqué de voir le lien. Pour moi, il n'y avait aucun lien, à part que parfois, dans la couture, tu peux utiliser des chiffres, tu utilises un mètre, donc tu fais quelques calculs.
C'est le seul lien que je voyais. Maintenant que tu expliques un peu mieux, ça me permet de voir aussi un autre type de lien qu'il peut avoir entre ces deux métiers. Donc, pour revenir en fait sur ton parcours, là, tu as dit que tu as fait un DCG. Ça me fatigue cette histoire-là. Mais je DCG. pense que je vais y arriver. Donc, tu as fait un DCG qui est le diplôme de comptabilité de gestion. C'est ça. Et aujourd'hui, tu prépares ton DSCG, Ça. qui est le diplôme supérieur de comptabilité de gestion. Donc, la question, c'est pourquoi tu t'es pas arrêté tout simplement à un DCG et aller travailler directement? Pourquoi tu as décidé de continuer tes études? Alors, durant la première année de DCG, je suis tombée amoureuse de ce métier parce que moi aussi, que ce soit en Haïti ou quand je suis arrivée en France, j'ai entendu beaucoup de préjugés sur les comptables qui transforment des chiffres, les comptables qui n'ont pas de vie familiale, qui restent cloîtrés dans leur bureau toute la journée. On a l'image de la petite Sandrine avec les petites lunettes, les cheveux coupés en carré, toujours comme ça avec ses petits talons qui déambulent dans les bureaux. Donc, ce qui fait que quand je suis tombée amoureuse de la comptabilité, je me suis dit, j'ai pas envie d'arrêter après la licence, je vais aller jusqu'au bout. En plus, la différence aussi, c'est dans l'exercice de la profession. Après le DCG, on est comptable, donc on peut exercer en tant que collaborateur, en tant qu'auxiliaire, etc. On n'a pas vraiment une vue d'ensemble sur tout ce qu'on peut faire pour le client. Donc on n'a pas un accompagnement poussé, on n'a pas non plus la révision de ses comptes, toute la partie mise en place des données que le comptable peut fournir, c'est l'expert comptable qui gère cette partie-là. Okay. Donc, je me suis dit, si je veux comprendre davantage ce métier et pouvoir exercer en tant que libéral et pouvoir avoir mon planning personnel, c'est mieux d'aller jusqu'à l'expertise et ensuite je me mets à mon compte et j'ai la possibilité de gérer ma vie et de pouvoir avoir un meilleur work-life balance. Et ce qu'on n'a pas forcément quand on est comptable, on est dépendant du cabinet ou de l'entreprise qui nous embauche, donc on doit respecter leur horaire et travailler selon leur politique. Mais en tant qu'expert comptable, on peut décider de gérer son cabinet différemment et d'avoir un horaire un peu plus personnalisé. Ouais, je comprends. C'est assez clair en fait. Et du coup, ça me fait me poser la question, je pense que tu l'as dit, mais c'est pour entrer un peu plus dans les détails en fait, quels sont les débouchés du DCG par rapport au DSCG? Alors, le DCG, on peut devenir collaborateur comptable, on peut devenir un auxiliaire par exemple, tout comme on peut tout simplement laisser cette branche et poursuivre dans un master, que ce soit un master CCA ou reprendre une autre école de commerce ou même aller dans le droit. Donc si au bout des 3 ans, on voit qu'on n'aime pas vraiment la comptabilité, on peut facilement se réorienter vers d'autres matières, puisque nous, dans la comptabilité, on a des matières de droit, des matières d'économie. Vous faites la finance aussi? Oui, on a finance management, donc on peut facilement se réorienter. Par exemple, on peut devenir responsable achat ou gestionnaire client, on peut faire la gestion commerciale dans une autre entreprise. Si on n'aime pas la comptabilité, on peut ne pas poursuivre jusqu'à l'expertise et rester dans cette partie-là. Mais en tant qu'expert comptable, enfin, si on poursuit jusqu'au DEC, par exemple, on peut... Juste pour rappel, le DEC, c'est le diplôme d'expertise comptable, c'est ça? Voilà. C'est le diplôme qui vient après le DSCG que je suis en train de préparer. Ok, d'accord. Ok, c'est très clair en fait. Et sinon, dans tes cours, est-ce que c'est plutôt pratique, théorique ou c'est des études de cas que vous faites à l'école? Alors, le DCG et le DSCG, on a la possibilité de les préparer en alternance. Déjà, ça nous permet d'avoir l'expérience terrain. Donc, au lieu de rester juste dans la théorie qu'on apprend à l'école, on a la pratique, on est en contact direct avec les dossiers des clients, etc. D'ailleurs, si on ne fait pas l'alternance, on a aussi un stage obligatoire au DCG. Donc, c'est un stage de 8 semaines obligatoire pour rendre un rapport de stage. Et pour le DSCG, c'est pour préparer un mémoire professionnel. Donc, si on ne fait pas d'alternance, on a quand même l'obligation de passer par une entreprise ou un cabinet pour avoir cette partie-là d'expérience sur au moins 8 semaines. Et dans les Combien de semaines? 8 semaines. 8. Oui, minimum. Okay. Et là, je suis dans le DSCG. On peut faire les 2 années en alternance et c'est divisé. En fait, on a 3 jours d'alternance, 2 jours de cours. Et pendant la période fiscale, on a
On est tout le temps en entreprise pour justement répondre à l'obligation de présence qui nous permet d'avoir... on a la charge de travail qui augmente pendant cette période-là, donc on est plus sollicité. Donc voilà, ils essaient d'arranger pour qu'on puisse être libre en cabinet ou en entreprise. Et aussi, dans nos cours, on a souvent des cas pratiques. Donc on a la théorie, plus la pratique avec des cas que le professeur crée lui-même ou qu'on prend sur Internet ou des cas qui existent dans la vraie vie. On essaie de les revoir. Les jurisprudences, par exemple, qui tombent pour les cours de droit, on essaie de travailler dessus, puisque c'est une matière qui change tout le temps. Les réglementations sont mises à jour presque toutes les années. Donc, ce que j'apprenais, par exemple, les seuils que j'ai appris en 2021 ne sont peut-être plus valables en 2025. Donc, c'est une profession où il faut être tout le temps à jour, il faut renouveler ses connaissances, il faut rester tout le temps en veille informationnelle pour ne pas se perdre, en fait, et ne pas dire ce qui n'est plus valable au client, puisqu'on doit être précis, on doit dire des bonnes informations qui sont valables, voilà. Donc, ça me fait me demander c'est quoi ta matière préférée, parce que j'ai l'impression que quand tu parles, t'aimes un peu tout, en fait. Mais vraiment, c'est quoi ta matière préférée? C'est qu'est-ce que tu trouves difficile dans ton cursus, bien J'ai évidemment. toujours adoré les matières où il y a des chiffres dedans. Donc je suis une matheuse en fait. J'aime beaucoup les maths. Donc mes matières préférées vont tout le temps se tourner vers les maths, donc comptabilité, économie, tout ça. J'ai beaucoup d'aptitudes pour les matières de droit, donc tout ce qui est rédaction, conseil, compréhension. Mais ma matière préférée pour l'instant, je dirais, c'est l'audit. Donc, c'est une partie de l'UE de compta, c'est comptabilité audit. Bon, moi, je préfère la partie audit. Et la matière où j'ai un peu plus de difficultés, je dirais, c'est la gestion juridique, parce que c'est le regroupement de toutes les matières de droit qu'on a fait au DCG, plus les modifications qu'il y a eu entre-temps, et leur application dans la vie quotidienne de la société, ce qui fait que pour concilier théorie et pratique, des fois on ne sait pas trop quoi apprendre, on ne sait pas trop quoi dire, etc. C'est un peu plus compliqué pour trouver l'information comptable nécessaire qui match avec telle entreprise, parce que voilà, c'est du sur-mesure, on peut pas, l'entreprise n'a pas toutes ces tout ce qu'on apprend n'est pas valable pour une entreprise, donc c'est trouver quoi dire, et on a beaucoup de choses à apprendre, ce qui fait que c'est un peu plus compliqué cette matière-là. Donc, en gros, si tu veux apprendre, c'est comme avoir des études de cas, genre avoir des études de cas pour chaque entreprise, en fait. C'est ça. Vu que c'est assez particulier. Puisque c'est très c'est particulier, chaque entreprise est unique, donc on apprend la globalité et après savoir quoi apprendre en fonction du type d'entreprise qui est présenté. Ok. Ben là, on a commencé à rentrer un peu dans ton métier. Donc, je vais surtout te demander, est-ce que tu peux définir clairement la comptabilité? Qu'est-ce qu'un comptable, en fait? Est-ce que c'est quelqu'un qui se cache? Parce que tout à l'heure, tu as dit la petite comptable avec les cheveux coupés carrés qui est dans sa bulle et tout, dans sa grotte, si je peux le dire ainsi. Mais est-ce que c'est toujours le cas, en fait? Est-ce que c'est ça la comptabilité, finalement? Qu'est-ce que c'est que la comptabilité? Pas du tout. Alors, la comptabilité, en gros, c'est transformer les informations qu'on reçoit en données comptables explicables, dans le sens où on reçoit les factures d'achat, de vente, on reçoit les variables de paye, on reçoit tout un tas d'informations. Donc, c'est pouvoir transformer tout ça. Donc, on fait les saisies, on fait le classement de ces documents, et ces saisies nous amènent à produire des informations financières qui vont être utilisées par d'autres corps de métier ou par d'autres pôles de la société. Donc ces documents et données qu'on produit vont être utilisés par le pôle finance, par le pôle gestion, etc. Et aussi ces documents vont être utilisés par l'administration fiscale, puisqu'on a aussi des obligations pour rendre des états financiers, pour faire le bilan, les comptes des résultats, etc. Ok, donc toute entreprise digne de ce nom doit avoir un comptable. Alors, il faut aussi faire la différence entre le comptable et l'expert comptable. Donc, au sein de l'entreprise, il peut avoir son comptable attitré qui fait partie du pôle comptabilité de l'entreprise. Donc, il travaille avec l'entreprise. Mais pour mieux comprendre la réalité financière de son entreprise, c'est mieux d'avoir l'expert comptable. Donc, c'est quoi un expert comptable, en fait?
Alors, l'expert comptable, au-delà de la production et de la tenue comptable qu'on fait quand on n'est que comptable, l'expert comptable, il a une vue d'ensemble et c'est lui qui produit les états financiers que l'administration fiscale réclame. Et c'est aussi lui qui accompagne le dirigeant dans la mise en place d'autres situations. Par exemple, il accompagne le dirigeant dans la création d'autres entités, dans la transformation de son entreprise, dans des achats, dans des trucs comme ça. Donc, il accompagne, c'est vraiment l'accompagnateur du dirigeant pour avoir une vue d'ensemble de sa situation financière et aussi de pouvoir attester tout ce qui a été fait par les comptables. Donc, il fait la révision et la supervision du dossier, et c'est lui qui est en contact direct avec l'administration pour tous ces éléments-là. D'accord, donc je peux me passer d'un comptable, mais pas d'un expert comptable si j'ai une entreprise. Alors, si tu as une entreprise, tu peux avoir ton comptable qui fait partie du pôle comptable, mais pour la certification et le dépôt des comptes, c'est l'expert comptable qui gère cette partie-là. Mais si je veux en choisir un? C'est mieux d'avoir l'expert comptable, puisque l'expert comptable, il est comptable de base. Ok. Et juste embaucher un comptable dans sa société, après, tout le reste, ce sera à nous de gérer. Il n'a pas une vision élargie de toute la situation financière. Et il y a des éléments, c'est l'expert comptable qui a le recul, parce qu'avec 8 ans d'expérience dans la comptabilité, c'est sûr, on a un meilleur recul sur les éléments à produire. Il prévoit aussi les situations qui peuvent mettre l'entreprise en difficulté. Donc l'expert comptable, il a une vue d'ensemble sur cette partie-là. Donc si on veut vraiment comprendre sa société et avoir un meilleur suivi, on a l'expert comptable qui lui-même, quand on dit l'expert comptable, c'est son cabinet, et dans son cabinet, il a d'autres comptables qui travaillent avec lui, etc. Ouais, mais supposons que j'ai mon entreprise en fait, par exemple, le comptable, c'est lui qui va faire la paye ou c'est les RH qui feront la paye? Alors, ça dépend. Il y a beaucoup de cabinets qui externalisent cette partie-là de paye, parce que il y en a qui trouvent que ça prend trop de temps, et aussi les réglementations changent très souvent dans la partie paye. Donc, il y a plein de cabinets qui préfèrent externaliser la paye. Mais un comptable peut être amené à faire aussi de la paye en fonction des cabinets. Il y en a qui font de la paye internalisée, il y en a d'autres qui externalisent. Donc si dans le cabinet, moi, j'ai la paye internalisée, je produis aussi les informations, je gère la partie paye pour l'entreprise. Donc en plus de ce que les RH font. Alors on travaille connexe avec les RH. Okay. Eux, ils vont produire toute l'information de la paye, et nous, on aura à saisir ces informations-là. Donc il y a des comptes particuliers pour mettre chaque information par exemple, si le RH il établit tout le bulletin de paye, etc. Donc nous, dans chaque partie, on va chercher ce qu'on met dans les salaires dans les rémunérations à verser, ce qu'on met pour verser à l'URSSAF, etc. Donc on a toute la partie production des écritures comptables. Donc on travaille de concert avec. Ok. En fait, pourquoi je pose cette question? Parce que quand je te demandais tout à l'heure, est-ce que je peux me passer d'un comptable? Et tu as dit, le mieux c'est d'avoir plus l'expert comptable que le comptable, si il faut en choisir un. Donc du coup, je me dis, si je dois faire la paye, est-ce que c'est l'expert comptable qui fera la paye? Alors, ça dépend des entreprises. Il y en a qui préfèrent avoir un pôle dédié pour chaque activité, donc pour la paye, pour compta, finance, gestion, etc. Tout comme si c'est une petite entreprise où il y a uniquement le dirigeant ou 2-3 salariés, il peut juste avoir le cabinet d'expertise comptable qui gère tout. Ok. Donc oui, ça ne sert à rien de prendre juste quelqu'un pour faire la comptabilité, si après derrière je vais être embêtée pour tout le reste. Donc c'est mieux, je suis en contact avec le cabinet d'expertise. On a la lettre de mission dans laquelle on définit l'ensemble des points que je veux qu'ils m'accompagnent, et ensuite il gère tout. Et moi, je suis en contact direct, je reçois à la fin du mois ou en début de mois les informations dont j'ai besoin. Ok, mais pour revenir à l'aspect comptable, je sais, je pose beaucoup de questions sur l'aspect comptable, mais c'est quoi la différence entre un expert comptable
et un commissaire aux comptes finalement? Parce que parfois, on a du mal à trouver la frontière quand on n'est pas du domaine. Alors, déjà, l'expert comptable, vis-à-vis de l'entreprise, c'est un contractuel. Donc, il a c'est pas contrat de travail, hein, quand je dis contrat, c'est la lettre de mission. Donc, il y a une lettre de mission qui régit ce que l'expert comptable fait pour l'entreprise. Donc, lui, il fait toute la partie tenue. Donc, le cabinet en fait la tenue comptable, la rédaction de documents pour tous les autres domaines qui peuvent en avoir besoin. Et la différence côté commissaire aux comptes, c'est que eux, c'est une mission légale. Donc, en fonction du type d'entreprise que je veux créer, il faut obligatoirement avoir un commissaire aux comptes. Si je dépasse, par exemple, certains seuils de mon entreprise, donc si j'ai, par exemple, si j'ai plus de 50 salariés, si j'ai plus de 5 millions de bilan ou plus de 10 millions de CA, il me faut obligatoirement un commissaire aux comptes. Tout comme si je suis, par exemple, une association et que mes subventions dépassent 153 000 euros, il me faut un commissaire aux comptes. Le commissaire aux comptes, lui, il va certifier les comptes, donc certifier le travail qui a été fait au préalable par l'expert comptable. Il certifie, il émet un avis pour dire si ces comptes sont conformes, donc je n'ai pas de réserve, si j'ai un réserve ou si je refuse catégoriquement de certifier ces comptes-là pour telle ou telle raison. Ok. Donc le commissaire aux comptes, il sera un salarié? Non. Il sera aussi externe? C'est ça. Alors, au sein des grandes entreprises, des fois, ils ont le pôle d'audit. Oui. Mais pour respecter l'indépendance je comprends. Voilà, donc on a le cabinet de commissariat aux comptes qui a également son contrat avec l'entreprise pour établir ces genres d'émissions. Ouais. Et ça évite aussi les fraudes, le fait de prendre un commissaire aux comptes qui est en dehors de l'entreprise, je suppose. De toute façon, c'est obligatoire que ce soit pas... Je peux pas être celui qui fait et celui qui certifie. Ouais. Donc, si je fais, quelqu'un d'autre vient pour certifier le travail qui a été fait. Donc, c'est un domaine qui est vraiment très réglementé. C'est très réglementé, oui. Ok, d'accord. Et le métier de comptable aussi peut s'exercer dans un cabinet ou dans une entreprise. Et quelles sont les différences de mission entre un comptable du cabinet et un comptable en entreprise? Alors, le comptable d'entreprise, il travaille uniquement avec l'entreprise. Donc, il est salarié de l'entreprise qui fait partie du pôle comptabilité. Il gère toutes les informations financières de l'entreprise. Si c'est une petite entreprise, donc il va gérer achat, vente, transactions, etc. Si c'est une grande entreprise, il va être en contact avec les autres pôles qui gèrent les clients, la gestion commerciale, etc. Et lui, il va recevoir toutes ces informations, donc toutes les factures, il va les traiter, il va émettre les documents nécessaires. Il sera uniquement dédié à la mission de l'entreprise à laquelle il est affecté. Mais le comptable en cabinet, il gère un ensemble de dossiers, donc un ensemble d'entreprises. Il peut y avoir ça dépend. Si le cabinet est spécialisé dans une branche d'activité, il gère les dossiers qui font partie de cette branche. Si le cabinet, c'est un petit ou un grand cabinet qui n'a pas de spécialité, donc il va gérer un ensemble de dossiers de restaurants, start-up, boulangerie, etc. Donc il a une vision un peu plus globale. Il est amené à bouger et à s'adapter en fonction du dossier qu'il gère. Donc le cabinet qui a le comptable en cabinet, on a au moins, il y en a qui ont entre 30 et 60-70 dossiers. Wow. Ce qui fait que travailler en entreprise, souvent, c'est la planque. Après le DCG ou le DSCG, il y en a qui, pour avoir une charge de travail moins importante, qui décident d'aller en entreprise, vu qu'on gère uniquement la comptabilité de l'entreprise. Tandis qu'en cabinet, on gère un nombre important de dossiers sur un laps de temps un peu. On n'a pas beaucoup de temps. Ça doit pas être facile. Hein. Surtout quand tu arrives à ta période fiscale et tout ça. C'est la même un peu pour toutes les entreprises. Exactement. Donc, ça doit pas être facile de gérer toutes les entreprises en même temps. C'est ça. Donc, quand tu es en entreprise, il y a la période fiscale, donc tu gères uniquement ton entreprise. Mais quand tu es un cabinet, tu dois gérer tous les dossiers en même temps et souvent dans un temps très limité.
souvent, des fois, les écarts pour les délais pour rendre des documents, c'est 2 jours, en fonction du nom de la société. Donc, si c'est un A, on sait qu'on rend plus tôt. Si c'est un Z, on sait qu'on a au moins une journée de plus pour rendre ces documents-là. Et souvent, vu que tout le monde rend en même temps, il y a beaucoup de bugs sur les sites pour déposer les documents. Donc, faut se prévoir à l'avance. Sinon, on paye des pénalités s'il y a des retards. Ça doit être stressant, non? C'est très stressant comme métier. Donc, si on n'aime pas ce qu'on fait, on se lance pas dedans. Ok. C'est très bien dit, je trouve, en fait. Et la plupart du temps, la comptabilité est très liée aussi à la finance. Et quelles sont les différences entre le métier de comptable et le métier d'analyse financière ou de quelqu'un qui travaille dans tous les domaines de la finance, quoi. Alors, le comptable, on a une vue sur le présent. Parfois, on regarde le passé pour savoir ce qui a été fait, si on avait un ancien expert comptable avant, etc. Mais c'est surtout sur le présent. Donc, ou l'avenir, mais l'avenir court terme, jusqu'à la prochaine clôture, etc. On fait la tenue comptable, on gère tout ce qui est production de données comptables, de données financières, et ces données-là vont être utilisées par les autres pôles. Exemple, pôle finance. La finance, ils ont, eux de leur côté, ils ont une vue surtout sur le futur, court terme, mais long terme. Donc, pour tout ce qui est planification d'investissement, de mise en place d'un plan sur plusieurs années, des choses comme ça, ils vont utiliser le travail et les données que nous avons produits dans la comptabilité, mais ces données-là, eux, ils vont l'utiliser dans un contexte bien particulier. Donc, eux, ils vont être surtout sur la rentabilité de la société pour regarder, nous, on peut dire, votre rentabilité, c'est 3%, 4% par rapport à l'année dernière, mais la mise en place de politiques pour augmenter cette rentabilité, pour aller chercher du financement, pour savoir si oui ou non je vais investir, par exemple acheter un nouveau véhicule, investir dans un nouvel établissement, changer de siège social parce qu'on continue de payer trop de loyer, c'est plus le pôle finance qui va voir ça, et non pas nous en comptabilité où on est vraiment focalisé sur ce qu'on reçoit et on produit des documents. Ouais. C'est très intéressant. Il y a quelqu'un qui me donnait cette définition, qui disait que la comptabilité, c'est un peu le passé et la finance, c'est le futur. Ce qui se passe dans le futur, dans le sens où la comptabilité reste sur les événements qui sont passés, retrace les événements qui sont passés dans l'entreprise, et la finance se tourne vraiment vers le futur, utilise en fait ces éléments qui ont été retracés pour améliorer, comme tu as dit, la performance de l'entreprise, en fait. Donc, c'est ça. Ouais. Et après, ce qui arrive, c'est que bien souvent, dans les petites structures, ils n'ont pas de pôle dédié finance, pôle dédié gestion, donc ils n'ont que l'expert comptable. Donc des fois, on est amené aussi à remplacer toute la partie finance, gestion. Donc ces genres d'éléments, ce sera à nous de les produire des fois. Mais du coup, ça me fait penser au fait que la comptabilité peut être chronophage, tandis que la finance je pense que peut évoluer finalement, vu que tu dois réfléchir pour de nouvelles solutions à chaque fois. Par contre, la comptabilité, tu fais toujours la même chose. De la même manière, d'une certaine manière, en regardant des règles qui évoluent. C'est bien ça? Alors, c'est justement un métier qui est appelé à évoluer, mais qui prend vraiment de temps. Dans le sens où il y a des cabinets, ça fait plus de 40 ans qu'ils utilisent le même logiciel. Il y a encore des cabinets qui utilisent les mêmes procédés depuis leur création, alors qu'ils sont créés depuis 40-50 ans. Il y a encore des cabinets où les dirigeants, ils continuent de ramener des sacs cabas de factures, alors qu'on est dans pas longtemps à la facture électronique. Donc il y a beaucoup de cabinets qui prennent du temps, justement, à évoluer dans leur modification de politique, de façon d'agir au sein de l'entreprise, parce que ils restent sur ce qu'ils faisaient. Dès que ça fonctionne bien, ils veulent pas changer. Pour ne pas, justement, on a beaucoup de données. Si on change de logiciel, par exemple, et qu'on perd 40 années de données, c'est un peu compliqué. Voilà. Donc, c'est surtout la peur de se lancer dans l'inconnu et de ne pas pouvoir réparer derrière. Parce que, voilà, si on fait une intégration de documents et que ça se passe mal, faut tout refaire. Donc, c'est très chronophage comme métier. Mais au final, on est très satisfait quand on voit l'information qu'on a produite porte du fruit pour le client,
quand on arrive à l'alerter sur des choses et qu'au final ça marche, il arrive à se relever, à reprendre une activité stable. Donc c'est vraiment un métier qui est où on se retrouve dedans. Ok. Là, tu as parlé de logiciels, justement. Quels sont les différents types de logiciels que vous utilisez spécifiquement? Peut-être vous utilisez Excel et tout ça? Alors, ça va dépendre des cabinets. Les gros cabinets, donc les Big Four, je pense que tu as dû en entendre parler. Eux, ils ont des gros logiciels qui prennent plusieurs mois, voire des années à mettre en place. C'est bien structuré. Pour les petits cabinets, ils ont surtout des logiciels un peu moins coûteux. Donc derrière, il y a un travail manuel qui est un peu plus exigeant. Ce qui fait que au sein de, par exemple, je vais prendre au sein de mon entreprise, on a un logiciel en particulier qui a été créé il y a pas très longtemps, sur lequel on évolue. Et aussi, ça permet, les nouveaux logiciels permet l'intégration de l'intelligence artificielle. Ok. Contrairement aux logiciels un peu plus anciens qui restent sur beaucoup de manuels, beaucoup d'analyses où on doit tout rentrer à la main. Maintenant, il y a certains logiciels qui reconnaissent automatiquement la facture, qui sait de quel fournisseur il s'agit, dans quel compte placer ce qui a été acheté. Nous, derrière, ça nous prend moins de temps, vu qu'on n'a plus à saisir à la main la facture. On fait juste de la vérification, on regarde si ça a été mis dans le bon compte, on modifie, si on doit modifier, etc. Et on fait juste le lien avec la transaction. D'ailleurs, de nos jours, on n'attend plus le relevé bancaire à la fin du mois du client pour faire le rapport à la main entre les factures et tout ça. On a directement la banque qui est connectée au logiciel. Donc ça nous permet en instantané, si le client a déjà payé, on voit la facture, on voit ce qui a été payé, on fait le lien et voilà, on a notre écriture comptable. Waouh, c'est incroyable en fait. Et ça me donne envie de vous faire une publicité d'ailleurs, parce qu'on a cette tasse en fait qui est le logo de Photizone AI, qui est une chaîne pour rendre l'IA accessible et compréhensible à tous. Donc n'hésitez pas, si vous ne savez pas ce que c'est que l'intelligence artificielle, rendez-vous sur Photizone AI, abonnez-vous et puis vous verrez ce que c'est. Donc pour revenir à ton métier, qui est la comptabilité et tout, qu'est-ce que tu fais concrètement au boulot, toi? Parce que tu as cité beaucoup de choses. Et du coup, j'aimerais qu'on revienne un peu sur toi concrètement. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu gères la paye ou c'est externalisé, comme tu le disais tout à l'heure? Qu'est-ce que tu fais en fait de tes journées? Alors, je vais te donner une journée type quand je suis en cabinet. Donc, j'arrive. Dans un premier temps, je retrace tous mes mails. Donc, ça peut prendre environ 1 heure et demie. Je réponds aux clients pour les demandes instantanées. Par exemple, j'ai besoin de ça, j'envoie directement. Pour les demandes un peu plus compliquées où je dois aller chercher, où je dois entrer d'autres informations, j'écris de mon côté, ça constitue le planning de la journée ou de la semaine. Et ensuite, j'ai des rendez-vous clients, que ce soit pour la prise en main sur le logiciel, que ce soit pour les accompagner, parce que des fois, ils prennent du temps à déposer les documents ou ils prennent du temps à vraiment nous fournir l'information dont on a besoin. Donc, je les appelle ou je prends un rendez-vous en visio avec eux pour comprendre ce qui se passe et comment moi, de mon côté, je peux les accompagner. Ensuite, je traite tous les états hebdomadaires que je dois envoyer aux clients. J'ai des clients où tous les lundis, par exemple, je dois leur envoyer l'état hebdomadaire du vendredi d'avant c'est sur 8 jours, 7 jours, etc. Donc, je dois d'abord produire ces informations. Donc, rentrer toutes les factures qu'il a déposées, vérifier leur cohérence, si c'est bon, si c'est pas bon. Donc, je relance entre-temps. Et dans la même journée, je dois saisir, relancer et ressaisir tout ce qu'il a déposé entre-temps. Et avant la fin de la journée, lui donner ses états financiers. Enfin, ses états hebdomadaires. Ensuite, je rédige tous les mails de relance. D'ailleurs, avec notre logiciel, on a une partie qui nous permet d'avoir la liste des documents à relancer de manière automatique. Et ensuite, je fais un autre mail pour rappeler qu'ils ont dû recevoir un mail du logiciel pour déposer tel document et les lancer. Et aussi, ça, tu le fais tout le temps. C'est ça. Waouh. Et ça, je sais pas comment tu fais en fait. Ça, c'est la période calme, la période avant les dépôts de TVA. Donc, on va dire du 2 au 15 du mois. Mais quand on approche de la période où on doit vraiment déposer les TVA, c'est plus compliqué puisqu'on doit les rappeler tout le temps. Donc, plus d'appels téléphoniques, plus de mails, plus de rendez-vous physiques, tout ça,
pour avoir vraiment les documents. Des fois, il y en a qui comprennent ce qu'on fait, qui savent que sans eux, on ne peut pas justement rendre le TVA, on ne peut pas produire les informations dont l'administration fiscale en a besoin. Mais il y en a qui, je sais pas si c'est parce qu'ils ne comprennent pas trop ou qui ne veulent pas vraiment travailler ou qui sont vraiment indisponibles. Donc il faut tout le temps les relancer pour qu'ils nous communiquent ces documents. Et des fois, les relancer sur des documents déjà communiqués, puisqu'ils ont mal fait, que ce soit le scan, ils ont fait la moitié de la facture, ils ont oublié telle partie, etc. On ne sait pas à quoi correspond telle facture, donc il faut écrire à chaque fois sur la facture, il manque ça, et faire les relances nécessaires pour qu'on reçoive ces informations. Ouais, je suis contente que ce soit toi qui fasses la comptabilité, pas moi, parce que je trouve ça vraiment chronophage. J'ai l'impression que tu fais tout le temps les mêmes choses au fur et à mesure. Et je suis pas sûre que j'aurais pu tenir le rythme. En fait. Les missions sont appelées à évoluer en fonction de nos années d'études et aussi de nos années d'expérience. Par exemple, là, moi, je suis en DSCG. Je sais que quand je vais passer en stage de DEC, je n'aurai pas forcément les mêmes missions ici. Ouais. Et pareil, quand j'étais en alternance en DCG, j'avais moins de responsabilités que maintenant. Ouais. Maintenant, j'appelle directement les clients, je leur envoie des mails, j'ai un contact physique direct avec eux, contrairement avant où je faisais que de la saisie. Ouais. Je ne les voyais même pas, je ne savais même pas qui était derrière le nom. Donc, il fallait faire remonter l'information à l'expert et puis c'est lui qui prenait la responsabilité d'appeler, etc. Et pareil, maintenant, je commence à faire des révisions, à y mettre quelques documents. Et au fur et à mesure qu'on grandit dans la profession, on a plus de responsabilités, donc moins de temps pour dormir, mais on a quand même plus de diversité dans ce qu'on fait. Ouais. Voilà. C'est important la diversité, je trouve, en fait. Ok, donc parmi tout ce que tu viens de citer, en fait, qu'est-ce qui t'a aidé à l'école, en fait, que tu retrouves vraiment en entreprise? Alors, quelle est la différence entre ce que tu vois en entreprise et à l'école, en fait, finalement? Alors, à l'école, on a beaucoup de théories, mais comme je te disais, les cas pratiques qu'on fait, ça provient d'autres entreprises ou des cas pratiques que le professeur il a créés. La différence, vraiment, c'est que à l'école, on essaye de couvrir l'ensemble des domaines d'activité. Or, en entreprise, c'est un cabinet spécialisé, par exemple. Si c'est spécialisé dans la restauration, on n'aura que des restaurants, à la rigueur des boulangeries, des pâtisseries, mais on n'aura pas quelqu'un qui fait du BTP, on n'aura pas de start-up, d'auto-entrepreneurs, etc. Mais un cabinet large, on touchera à beaucoup plus de choses. Pareil, à l'école, on travaille pas forcément sur un logiciel, puisqu'il n'existe pas un seul logiciel de comptabilité. Donc, on essaye de nous donner les éléments clés qu'on va obligatoirement retrouver sur le logiciel. Et dès qu'on arrive en entreprise, il faudra un temps de formation, d'adaptation pour comprendre le logiciel utilisé par ce cabinet-là. Et pareil, si on change de cabinet, il faudra réapprendre le nouveau logiciel du cabinet, comment ça se met en place, etc. Et aussi gérer toute la partie relationnelle avec le client. À l'école, on n'a pas ces genres de cours, on fait pas de relationnel, donc voilà, c'est plus théorique. Mais quand on arrive en cabinet, ça change vraiment de la comptable derrière son bureau qui ne voit personne de la journée. Voilà, on est obligé d'appeler et des fois d'aller directement chez le client pour avoir les informations. Wow. Et quelles compétences en fait humaines il faut avoir pour devenir comptable? Beaucoup de cardio. Et je dirais avoir de l'aisance relationnelle parce que je peux être moins compétent qu'un collègue, mais juste le fait que j'arrive à mieux comprendre mon client, j'arrive à lui sortir une information qui est plus adaptée à son cas, par exemple. Donc, il faut vraiment avoir le côté relationnel, vu qu'on est en contact tout le temps et direct avec le dirigeant. Il faut vraiment arriver à le comprendre, à savoir ce qu'il veut, ses projets, etc. Parce que, par exemple, s'il veut créer une société et que dans quelques années, il veut modifier, il faut que dès le début, je sache que dans quelques années, il va modifier pour pouvoir lui montrer les meilleures offres, le meilleur statut adapté à son entreprise, par exemple. Ensuite, je dirais, il faut être organisé. Parce qu'on a beaucoup de délais à respecter, des choses sur lesquelles on ne peut pas se permettre d'être en retard. Sinon, on paye des pénalités. Et les pénalités, des fois, ça se chiffre en 4-5 chiffres. Voilà. Okay. Donc, du coup, il faut être vraiment organisé dans son travail, être très rigoureux.
Ne pas se laisser distraire, parce que si au lieu de mettre 15 000 euros, tu mets 5 000 euros, ce n'est pas du tout pareil. Ce qui fait qu'à la fin tout est connexe, tout est tellement connexe que si tu te trompes sur une facture, ça peut créer des problèmes jusqu'au résultat de l'entreprise. Waouh. Donc il faut être vraiment méticuleux, rigoureux dans son travail et être très bien organisé pour ne pas être overbooké. Ok. Waouh. Ok. Et quelles sont les compétences techniques? Je dirais que ce n'est pas la peine d'être calé en mathématiques, puisque voilà, on peut, avec les logiciels de nos jours, on peut arriver à s'en sortir, mais vraiment à avoir de la logique. Parce que on n'apprend pas tout forcément à l'école, on apprend la base, mais l'application au cas par cas, c'est souvent de la logique. Et aussi, il faut arriver à trouver un équilibre, dans le sens où, si je sais que je ne maîtrise pas quelque chose, il faut que j'aille demander à quelqu'un. Donc, ne pas avoir peur de déléguer ou de demander à quelqu'un de nous aider. Après, il reste les connaissances de base, que ce soit sur Microsoft, donc Excel, Word, etc. Donc, on travaille beaucoup avec Excel, Word pour la rédaction de tout ça. Donc, il faut, on va dire, un minimum de connaissances sur bureautique et aussi des aptitudes à la transformation. Si un jour mon cabinet doit changer de logiciel, il faut que je sois apte à apprendre le nouveau logiciel dans très peu de temps. Puisque si c'est dans une période où j'ai des documents à rendre, il faut que, je comprenne le logiciel et deux, j'arrive à produire des informations fiables. Donc il faut vraiment, c'est l'adaptation en fait. Ok. Wow. Ok, ça marche. Mais là, on a parlé de bureautique. Il faut savoir qu'on a une capsule en fait qu'on fait qui s'appelle Versus, qui met la différence entre deux corps de métier, des thèmes, etc. Donc, par exemple, bureautique et informatique, ou le programmeur. C'est quoi la différence exactement? Parce que quand moi j'étais plus jeune, je me rappelle, j'avais une de mes cousines qui m'a dit allez Eunice, tu peux m'aider, j'ai un problème informatique. J'ai dit ok, vas-y, j'étais contente de l'aider. Pour moi, c'était un programme qu'elle n'arrivait pas à écrire. Et en fait, elle m'a dit non, tu peux m'aider à faire Word. Je me suis dit mais j'apprends pas Word à l'école, donc c'est pour ça aussi qu'on a fait cette capsule en fait, pour différencier les corps de métier, des thèmes, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir si cela vous intéresse en fait. Donc pour revenir à toi, vraiment, quel est ton projet après ton DSCG? Alors, après le DSCG, je compte continuer le DEC. Donc, on a un stage obligatoire sur 3 ans. Et après ces 3 ans, on a 2 examens à l'écrit et un oral à passer. Donc, je compte poursuivre mes études pendant 3 ans et avoir du coup le statut d'expert comptable. Et à côté de ça, demander le statut de commissaire aux comptes. Parce que pendant nos 3 ans de DEC, si on fait au moins une année dans un cabinet qui fait du commissariat aux comptes, on peut directement demander auprès de l'ordre des commissaires aux comptes d'avoir ce statut-là. Ok. Donc c'est mon projet d'avoir la double casquette de commissaire aux comptes et d'expert comptable. Ben, nous, on ne peut que te souhaiter tout le bonheur d'arriver à ce diplôme-là que tu recherches. Et d'ailleurs, j'aimerais revenir en fait sur une petite anecdote que tu nous avais partagée. C'est sur les cabinets, les entreprises en fait qui affichent l'écriture. C'était quoi? C'était expert comptable? Non, c'était plutôt expertise en comptabilité. Oui. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu plus cette anecdote? Alors, il faut savoir que l'expertise comptable, c'est une profession libérale. Donc, pour exercer, il faut, de 1, qu'on ait le diplôme nécessaire et de 2, qu'on soit inscrit à l'ordre. Donc, quelqu'un qui n'est pas inscrit à l'ordre, il peut pas exercer en tant qu'expert comptable. Donc, c'est une profession où parfois, on a des personnes qui essayent d'avoir des missions sur la comptabilité, etc., sans avoir le bagage nécessaire pour le faire, ni l'accréditation pour le faire. Donc, ce sont des entreprises, par exemple, on peut voir où c'est marqué cabinet de conseil en comptabilité. Et on fait pas vraiment le lien pour dire s'il y a une différence entre cabinet d'expertise comptable et cabinet d'expertise en comptabilité. Donc, c'est vraiment un jeu de mots qui fait que certaines personnes arrivent à exercer dans des missions qui normalement est interdite. Et ça se chiffre en millions d'euros.
cette histoire. Donc c'est vraiment des personnes qui arrivent à exercer illégalement. C'est comme si j'ouvrais mon cabinet médical sans avoir les diplômes nécessaires pour le faire. Donc je mets en danger des personnes et je me mets moi-même en danger. Donc oui, on a eu j'ai connu des cas où on voyait passer des noms. C'était marqué conseiller, expert en comptabilité, etc. Et d'ailleurs, on a l'annuaire des experts comptables. Donc, pour vérifier si quelqu'un est vraiment expert comptable inscrit à l'ordre, on va juste sur l'annuaire, par exemple, PACA expert comptable, et on regarde si on a le nom de la personne. Ne vous faites pas avoir, hein. Vraiment sur ça, parce que de un, si on se fait avoir par ces genres de personnes, donc l'information qu'ils produisent ne sont pas recevables par l'administration fiscale. Donc de un, on perd l'argent parce qu'on l'a payé pour faire ça. Et de deux, ils nous donnent des documents qui ne sont pas acceptables. Donc voilà, faut éviter de faire ça. Ok, ben merci beaucoup pour ce détail en fait. Je pense que ça va aider beaucoup parce que moi je savais pas, tu vois. Je savais pas ça et je pense que dans le futur c'est quelque chose qui pourrait aussi m'aider. Donc on a fini déjà l'interview. Ah. Malheureusement, il y a une surprise. Et heureusement pour moi parce que ça va me faire rigoler étant donné que je t'ai dit je connaissais pas les questions. Ouais, tu l'as dit. Voilà. Donc on va découvrir les questions, mais avant ça, il y a une partie en fait qui est très très importante pour nous, une partie importante, on appelle la partie introspective. Donc on va te poser des questions, tu vas regarder cette caméra et pour répondre en fait, tu vas t'adresser en fait aux personnes qui vont t'écouter et, au travers de différentes questions. Donc il y en a 3. Donc la première question c'est qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui veut devenir comptable en fait, qui veut évoluer en comptabilité? Alors, n'aie pas peur de te lancer, ça peut faire peur, mais si tu es bien organisé, tu peux t'en sortir. Il faudra beaucoup lire, regarder beaucoup de vidéos parfois, s'entourer de bonnes personnes, mais ce n'est pas très très compliqué comme métier. On peut s'en sortir. Ok, c'est pas très compliqué. T'as oublié de dire c'est chronophage parfois. Maintenant, il faut les attirer, je vais pas dire que c'est chronophage. Ok, et la deuxième question c'est qu'est-ce que tu aurais aimé savoir avant de te lancer dans le monde du travail? Alors, qu'il y a une grande différence entre ce qu'on nous dit à l'école et ce qu'on voit vraiment dans les entreprises. Il faudra s'adapter avec nos collègues et aussi savoir qu'on a des droits, parfois, que l'usage souvent en entreprise n'est pas forcément légal. Il faudra se renseigner sur nos conventions collectives pour savoir si ce qui se fait dans l'entreprise où nous sommes est vraiment légal. Et si ce n'est pas légal, par exemple, de rester 19 heures pour des rendez-vous, alors que sur mon contrat de travail, c'est marqué 17 heures, il faut savoir que je prends mes affaires et je pars. Waouh! Waouh! Et qu'est-ce que tu pourrais dire à la Anaïka d'il y a 10 ans? Oula, alors il y a 10 ans, petite fille, hein. Oula, j'aimerais lui dire, n'aie pas peur de te lancer. Ça peut faire peur. Des fois, tu sais pas où tu vas, mais continue d'avancer parce qu'à la longue, ça va payer. Et tu seras très fière de toi. Tu vas tomber parfois, tu vas avoir peur, tu vas douter. Mais n'aie pas peur parce que le chemin vaut le coup et que la vie vaut la peine d'être vécue. Ok. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Et donc, on va arriver à notre surprise. Sincèrement, j'ai du mal même à lire les questions de la surprise. Je sais pas qui les écrit, mais en tout cas, c'est... Ok, donc, je vais te poser des questions. Tu vas répondre. Je sais pas si c'est des questions fermées. Je sais même pas c'est quel type de questions. On saura ensemble. Découvrons ça. Oh ben voilà. Donc, tu fais le nouvel an fiscal ou le vrai nouvel an? Sincèrement, j'ai du mal en fait avec les questions. Alors, est-ce que je fais le vrai nouvel an? Oui, j'arrive à poser quelques jours pour partir en vacances. Mais il faut savoir se préparer avant de partir en vacances. Donc, ne pas laisser de dossier en suspens. Donc, je termine tout ce que j'ai à faire. Même si ça doit me prendre sur mon temps de sommeil ou de repos du vendredi. Je termine, je pars en vacances. Et quand je reviens, je sais que j'aurai pas mal de travail à faire. Ok, ça marche. Quand tu racontes une blague, tu fais un bilan avant ou après? Oh purée, c'est quoi cette question? Ah là là, quand je raconte une blague, est-ce
que je vais essayer d'en raconter une pour voir si je fais le bilan. Après c'est mieux, parce qu'après, je peux compter le nombre de personnes qui ont rigolé. Ah, ok. Oui, bon là, ça marche bien. C'est vrai, t'as pas tort. Donc, si tu pars en vacances, tu fais un budget prévisionnel pour les glaces. Il faut savoir que j'aime beaucoup la glace et je prends minimum 2 boules. 3 boules quand j'ai le choix. Je fais toujours un bilan prévisionnel pour toutes mes affaires, même quand je vais faire les courses. Pour toutes les affaires. Toutes mes affaires. D'accord. C'est pas mal. Moi, j'aime bien aussi les bilans prévisionnels, en fait. Je fais même des comparatifs. Ça, c'est bien aussi. Voilà. Je compare mes fers à repasser avant de les acheter. Je compare... Tu compares aussi le porc? Faut toujours comparer le prix par kilogramme, par contre, quand on va au supermarché. Ça aide. Pas pour les faire à repasser. Non, mais je regarde le kilowattheure. Oui, ça c'est important. Oui. Donc si je t'offre un cadeau, tu l'enregistres en charge ou en immobilisation? Ça dépend, parce que toi qui me fais le don, tu peux avoir 60% de réduction d'impôt sur le don que tu me fais, ou 66%. Et moi qui reçois, je peux pas l'enregistrer en charge. Je suis obligée de le passer... Je vais le passer comment, cette histoire? Ça va dépendre du cadeau. Fais pour voir. Donc, le jour où je t'ai fait un cadeau, tu me rappelles que j'ai pu avoir 66%. Tu préfères coudre des boutons ou boucler des bilans? C'est compliqué ça, non? Franchement, je préfère coudre des boutons. Parce qu'il y a des vestes qui n'ont même pas de boutons, donc je n'ai rien à coudre dessus. Mais les bilans c'est chaud. C'est compliqué, c'est chaud. Ok. Tu classes ton fil par couleur ou par plan comptable? Fil? Ouais, ton fil d'actualité. C'est le fil d'actualité, non? Fil à coudre? Ah, le fil à coudre. J'avais pas pensé. Ah ouais, donc tu classes ton fil par couleur ou par plan comptable? Je place mes fils par couleur. Parce que le plan comptable est classé par couleur. Oh. Donc, si tu rates une couture, tu passes ça en perte exceptionnelle ou pas? Si je rate une couture, Ouais. ça dépend. Parce que je peux toujours vendre le produit avec des réductions que je fais au client. Donc, au lieu de perdre, je fais une petite remise au client. Je lui dis, voilà, il manque un bouton ou il y a une fermeture éclairée qui a cassé. Tu veux toujours gagner, ok. Wow. C'est le but des gens qui veulent réussir dans la vie. Ok, ça marche. Est-ce qu'un trou de pantalon peut être considéré comme un déficit budgétaire? Un trou de pantalon. Sachant qu'elle a des pantalons troués. Sachant que maintenant c'est un peu à la mode d'avoir des pantalons troués. Donc forcément non. Ok, ben je pense qu'on va s'arrêter là. Ou je fais la petite blague à la fin. Allez, le tissu préféré d'un comptable, le cachemire? C'est le cachemire? C'est ça, hein? Pas du tout. Même au lieu de cachemire. On ne cache rien. En tout cas, merci beaucoup Anaïka. Je sais pas si tu as un mot de fin. Eh bien, merci de m'avoir invitée sur le plateau. C'est un plaisir de pouvoir partager mon expérience personnelle et faire découvrir mon métier. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Tu peux leur dire de venir partager aussi leur expérience. Venez partager vos expériences avec Nice, elle se fera une joie de vous recevoir. Et moi, je me ferai un plaisir de liker parce que je regarde sa vidéo aussi. Donc, vous qui regardez la vidéo, partagez, abonnez-vous et penchez le petit pouce bleu, ça fait plaisir. Ah ça, merci beaucoup pour la pub. Mais moi, j'ai pas à refaire en fait, j'ai pas à redire. Donc, merci encore Anaïka et merci aussi à vous qui nous avez suivis. Merci d'être arrivés déjà à la fin de cette vidéo. Et ce qu'on peut retenir en fait, c'est que même si on n'a pas forcément le cœur pour un métier au début, lorsqu'on s'y lance, on peut trouver sa voie en fait. Donc n'hésitez pas à tenter beaucoup de choses et vous retrouverez certainement la voie qui vous conviendra le mieux en fait. On voit que Anaïka a été épanouie dans la comptabilité, bien qu'elle voulait faire au départ la mode et qu'elle retrouve, on voit qu'elle a vraiment l'amour, la passion pour ce métier et ça peut être vous. Il suffit juste de se lancer, d'essayer quelque chose de nouveau et vous trouverez votre voie. On se dit à bientôt sur Eureka Talents. Ciao!